Bonjour, ici Naomi et Catherine. Bienvenue dans la saison 1 de notre podcast Famille en Affaires HEC Montréal, un podcast par et pour les entreprises familiales. Chaque semaine, avec nos invités, plongez dans le monde des entreprises familiales à travers des témoignages captivants pour découvrir leur histoire, leurs défis, ainsi que les moyens qu'ils ont utilisés pour assurer le succès de leur entreprise. Pour d'autres ressources adaptées à votre réalité de famille en affaires, visitez notre site web familleenaffaires.hec.ca. Bonne écoute! Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Famille en Affaires, le podcast dédié aux entreprises familiales propulsé par Famille en Affaires HEC Montréal. Aujourd'hui, plongez au cœur de la gestion multigénérationnelle et de la relève hybride. Nous avons le plaisir de recevoir Marc-Alexandre Barbe, un homme aux multiples casquettes. CEO, associé, planificateur financier et conseiller en sécurité financière chez Planisource. Planisource est bien plus qu'une simple entreprise de consultation. C'est un guide, un partenaire de confiance qui accompagne les familles en affaires dans la création d'un héritage durable et significatif qui perdurera sur plus de 2 générations au minimum. Lorsque Marc-Alexandre a envisagé la reprise de l'entreprise familiale, il a fait un choix audacieux, celui de ne pas le faire seul. Il a décidé d'embarquer dans cette aventure avec Geneviève, formant ainsi une équipe dynamique prête à relever les défis de la relève. Dans cet épisode, nous explorerons les défis et les opportunités de la relève hybride, où des associés externes se joignent à une équipe entrepreneuriale familiale. Découvrez comment Planisource navigue avec succès dans ce territoire complexe, offrant des perspectives audacieuses sur la gestion multigénérationnelle et l'avenir des entreprises familiales. Bonjour Marc-Alexandre, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci Naomi, merci Catherine pour cette invitation. Merci à toi d'être présent et sans plus attendre, commençons tout de suite. Donc, peux-tu nous expliquer un petit peu, selon tes mots, ce que vous faites vraiment à Planisource? Donc, essentiellement, nous, on travaille avec les actionnaires actuels et futurs des familles entreprenantes qui ont une vision d'avoir un impact significatif plus de 2 générations en amont. Puis comment on le fait, cet accompagnement-là? C'est vraiment, moi, j'ai aussi allé chercher une certification de conseiller pour famille entreprenante, le Family Enterprise Advisor. Donc, on a vraiment une approche holistique de diagnostic intergénérationnel pour aider à établir une vision alignée pour créer les conversations sur la propriété, mais entre les générations. Puis après ça, on aide vraiment à les aligner vers les solutions, beaucoup par de la coordination avec les professionnels autour et la mise en place de structures d'assurance créative qui va vraiment permettre de supporter l'ambition de ces conversations intergénérationnelles. C'est beau. Et aussi, de ce que j'avais cru comprendre dans d'autres discussions, c'est que vous poussez vraiment les familles à créer un projet familial ensemble, à les guider pour construire ce projet. Et je me demandais un petit peu, comment en es-tu arrivé là? Si un peu tu peux revenir sur ton expérience, qu'est-ce qui t'a attiré? Comment, au final, tu as eu l'idée de rejoindre Planisource? Oui, absolument. Donc, tout a commencé par une belle élan de curiosité. Mon père a été entrepreneur toute sa vie dans différents domaines. Donc, il achetait, il revendait les entreprises. Et puis ça, c'était sa énième carrière. Il a voulu passer du côté consultation. Et puis moi aussi, j'ai fait mes classes de mon côté. HEC, travailler davantage dans le volet technologique, donc le monde des startups technologiques. Mais je me faisais souvent rappeler que j'étais excellent quand je travaillais au sein d'accompagner les autres entrepreneurs. Donc, que j'avais, disons, un don naturel. Et puis, une bonne Pâques, il y a 10 ans, la fameuse question à mon père, qu'est-ce que tu fais réellement? Donc, toute simple curiosité comme ça. Et puis, c'était le début de l'exploration de qu'est-ce qui était possible de co-créer ensemble, de redécouvrir aussi mon père, qu'on ne se voyait pas si souvent que ça dans ma vingtaine. Donc, j'ai exploré énormément de mon côté, mais ça m'a vraiment donné envie de jumeler un peu mon parcours que j'avais fait de mon côté, d'approfondir ma capacité d'accompagner les entrepreneurs, mais les entrepreneurs visionnaires qui ont vraiment un désir de créer quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, donc qui savent s'entourer des meilleurs.
de co-créer quelque chose avec mon père qui avait cette vision-là, mais il n'avait pas encore trouvé les gens avec qui vraiment pouvoir la concrétiser. Donc, ça a été vraiment un mariage naturel et non seulement prendre une entreprise tout établie et faire mes petites classes, mais d'avoir la possibilité d'amener ma touche d'entrepreneuriat et d'amener ça à ma propre sauce aussi, là. Donc, ça a été clair dès le début, cette directive-là. Tu as décidé de reprendre l'entreprise familiale et de rejoindre ton père qui avait déjà planifié ça à ce moment-là et d'amener un petit peu ta touche. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que tu n'as pas voulu le faire seul. Tu as décidé du coup d'opter pour une relève hybride, comme on dit, donc c'est-à-dire de reprendre avec quelqu'un de l'externe. Et tu peux nous expliquer pourquoi? Bien évidemment, l'entreprise familiale, nous, à la base, on était 2 barbes. Puis 2 barbes ensemble, on est très percutants. Donc, on a une capacité d'avoir beaucoup d'impact avec les gens qu'on accompagne, mais en même temps, on est très similaires. Donc, on avait besoin de complémentarité. Ça a été rapidement identifié qu'on voyait pour vraiment aller à la hauteur de nos ambitions dans cette co-création-là. Moi aussi, étant quelqu'un d'équipe, je voyais vraiment cette opportunité-là et cette grande ouverture-là. C'était naturel autant des 2 côtés, de mon père et moi, de ne pas vouloir nécessairement là, de conserver au sein, mais d'ouvrir cette opportunité-là. Et puis, essentiellement, ben oui, c'était dans cette recherche-là. C'était déjà quelqu'un que mon père connaissait depuis quelques années, que j'avais eu la chance de rencontrer et le fit a été très naturel. Là. C'est rapidement devenu un peu comme ma deuxième sœur. En plus que son seul frère s'appelle Marc-Alexandre. Donc, ça, c'était naturel. On ne pouvait pas se battre contre ça. Et puis, c'est important de bien faire une réflexion sur nos valeurs. Ça reste que ce n'est pas quelqu'un qui est là les dimanches soirs au barbecue avec les petits-enfants, mais de vraiment être capable de la garder dans le loop là, quand on a les conversations et d'être sûr qu'il y avait un fit de valeur dès le départ. Et ben, ça a été profondément, sa réponse était très alignée avec ce que nous, on voulait bâtir. Puis plus encore, ben, elle a même son fils qui travaille avec nous là, depuis un peu plus de 2 ans. Donc, il y a vraiment ces 2 générations qui permettent de supporter encore mieux nos ambitions de cabinet intergénérationnel. Là. Donc, essentiellement de vouloir de travailler avec des entreprises qui ont cette vision-là de 2 générations en amont, mais nous, d'être structurés pour être encore là, pour accompagner ces 2 générations-là en amont, ça nous était cher et c'était tout naturel de pouvoir faire ça en équipe. C'est marrant, c'est un peu comme si vous aviez eu un coup de foudre professionnel, si on peut dire ça comme ça, avec Geneviève. Et aussi, tu as parlé un petit peu des valeurs que vous aviez. Est-ce que tu peux revenir dessus? Quelles sont ces valeurs communes que vous partagez? Donc, il y a toujours la notion de valeur d'entreprise, valeur familiale, peuvent des fois être nuancées. Pour ma part, il n'y a pas vraiment une grande différence. Ça peut être essentiellement une nuance, mais on a tous intérieurement le désir de rendre les gens autour de nous une meilleure version d'eux-mêmes par notre impact. Donc, vraiment d'élever. Ça, c'est ma valeur première qu'on veut pour notre famille, pour nos employés, pour les gens qu'on accompagne, d'avoir une vision de pérennité. Donc, la pérennité, ça amène de se lever les yeux un petit peu en haut de l'horizon, donc cette vision-là à long terme, d'inspirer. On a des gens qui lisent beaucoup, on a des gens qui s'inspirent énormément et qui adorent inspirer les gens à mettre un petit pas de l'avant. Et la co-création, on a implanté beaucoup de façons à l'interne. Puis moi, avec mes enfants, j'adore créer des choses avec eux et non seulement dans des nouveaux projets, mais des nouvelles façons de voir, des nouvelles façons de réfléchir, donc de co-créer un meilleur avenir. C'est vraiment toutes ces valeurs-là qui étaient là à la base. Et puis toute bien évidemment, la notion familiale, comment elle s'inscrit là-dedans, ben c'est de revenir à ses racines et puis de se rappeler que, ben oui, c'est les gens qui vont toujours être là pour nous, mais qui savent réellement qui on est, puis qui vont... Bon, en tout cas, à mon avis, elle fait partie maintenant de ma famille, Geneviève, puis d'avoir cette capacité-là, d'être entouré de gens qui partagent ces valeurs-là, ben c'est ma définition de la famille. Donc, Puis j'aimerais ça savoir, ces valeurs-là, est-ce que
C'est sûr qu'au niveau là, du fit initial, là, dans un peu le coup de foudre, là, comme Naomi l'a mentionné, il y a eu tout de suite cette remarque que les valeurs fonctionnent, sont similaires. Mais est-ce qu'à un certain moment, puis même avec Réginald, ton père, est-ce que vous êtes assis les trois pour officialiser, mettre sur papier tout ce volet de réviser la mission de Planisource, les valeurs, puis se définir un peu là, une vision, les trois ensemble, pour vous assurer que vous alliez dans la même direction? Absolument. On est, bon, est-ce qu'on est les coordonnées les mieux chaussés? On a beaucoup de bonnes pratiques. Puis même certains consultants, des fois, ils disent que c'est difficile de travailler avec nous parce que on a déjà beaucoup cette réflexion-là derrière. Donc, on travaille beaucoup sur la business et pas seulement dans l'entreprise. On revient d'ailleurs de la conférence de Family Enterprise Canada dans l'Ouest pour constamment s'inspirer puis de porter notre posture de famille. Comment nous, on peut être une meilleure famille avec mes deux autres frères qui ne sont pas impliqués dans l'entreprise familiale. Donc oui, on a pris vraiment le temps de la faire évoluer, de nuancer notre propre évolution personnelle. Puis c'est une des choses dont laquelle je suis plus fier. Il n'y a pas, malgré qu'on a 3 générations, Geneviève est à quelques mois exactement entre les âges de moi et mon père. Ouais, ça fait un peu le pont aussi. Ça fait vraiment le pont. C'est tout naturel. Là, plus solide que le pont Champlain, ça fait. Samuel de Champlain, il faut dire maintenant. Mais de vraiment être capable de chacun mettre, disons, sa couleur pour vraiment voir comment est-ce que c'est actuel, c'est pertinent et ça résonne. C'est pas seulement des valeurs marketing, là, c'est des valeurs qui viennent dicter les décisions, puis les directions qu'on va, les directions qu'on ne va pas. Quand ça ne respecte pas, on est capable de se partager au quotidien comment ça affecte nos vies personnelles et aussi professionnelles. Donc, absolument, là, ça a été un bel exercice, puis c'est un bel exercice qui est constamment révisé. Oui, puis tu sais, ce que tu dis, c'est un peu... en fait, c'est la musique à mes oreilles parce qu'en effet, souvent, les valeurs, tu rentres dans une entreprise, puis c'est la première chose que tu vois, là. C'est soit sur le comptoir à l'accueil ou sur le mur en arrière. Des fois, il y en a 5, des fois, il y en a 10, des fois, il y en a en effet qu'il y en a moins. Mais des fois, quand tu poses après ça la question, moi, souvent, les valeurs, ce que je dis, c'est que peu importe à qui je pose la question en entreprise, tout le monde devrait être capable de me dire c'est quoi les valeurs de l'entreprise dans laquelle il travaille. Parce que ces valeurs-là, on veut vraiment qu'elles soient vécues au quotidien. Puis ça fait vraiment partie du premier alignement multigénérationnel, surtout dans les entreprises familiales, c'est est-ce qu'on est capable de s'entendre sur justement c'est quoi, par exemple, nos 3 principales valeurs. Puis après ça, de vraiment les faire vivre au quotidien parce que tu l'as mentionné, ça doit être des filtres décisionnels au niveau de nos décisions d'affaires puis de qu'est-ce qu'on accepte puis qu'est-ce qu'on accepte moins, par exemple, en termes de comportement, d'attitude, puis tout ce qui affecte un peu la culture de l'entreprise. Fait que c'est le fun que chez Planisource, ces valeurs-là soient vraiment vécues au quotidien dans l'équipe des associés, mais aussi avec, j'imagine, les équipes qui sont au travail avec vous là, au quotidien. C'est ce qui est fondamental pour nous, puis qu'on promouvoit dans le quotidien, d'être une famille entreprenante. Ça vient avec une capacité de créer beaucoup de valeur au sein de la société. Donc, on s'entend que c'est des gens qui ont découvert en eux une capacité d'aller, de repousser les limites, mais ça vient avec une responsabilité. Ça vient avec une responsabilité d'être soi-même, d'être authentique, d'avoir un impact. Puis quand on parle d'avoir un impact significatif 2 générations en amont, c'est que c'est beaucoup plus que les structures. C'est pas un beau testament et une fiducie qui va gérer ça. Il faut vraiment être capable d'aller à l'essence. C'est pas obligé d'être très, très complexe, mais c'est d'être capable de partir avec une intention de vouloir véhiculer, transmettre ces valeurs-là. Mais des valeurs, c'est davantage les comportements, c'est les non discutables. Puis de démontrer dans le quotidien, mais de le partager avec les gens autour d'eux, qu'est-ce qui est dans la direction d'une valeur qui a fait le succès jusqu'à présent, puis qu'est-ce qui est en dehors de la discussion, puis de la vision. Et ça permet aussi d'élever la prochaine génération. On parle des actionnaires actuels et futurs, mais de créer ces conversations-là qui tendent à être repoussées dans la catégorie. C'est important, mais pas le temps. Donc, nous, on travaille énormément avec l'écosystème pour aider à élever cette compréhension-là. Puis ces conversations-là de valeur, c'est la base de ce qui va permettre d'avoir un impact significatif encore dans 2 générations.
Puis là, j'ai encore une question parce que c'est vraiment intéressant parce que vous êtes une famille qui accompagne des familles. Puis là, je pose la question au Marc-Alexandre, un Family Enterprise Advisor, là, un conseiller au niveau des familles en affaires. J'imagine que les valeurs, c'est un sujet que tu traites avec tes clients, les familles que tu accompagnes. Puis souvent, on a la réflexion de, tu sais, à partir de quand je rentre les enfants dans le conseil de famille ou s'il n'y a pas de conseil de famille, tu sais, à partir de quel âge je commence à inculquer un peu de notions, tu sais, par rapport justement aux valeurs, à l'entreprise, au patrimoine, tout ça. J'aimerais ça t'entendre sur justement ce transfert de valeurs-là, des fois qu'on fait de manière peut-être un peu informelle, mais à partir de quand on commence vraiment peut-être à justement intégrer la nouvelle génération dans ces valeurs-là de manière plus formelle? Est-ce que tu as des bonnes pratiques à nous partager? Ouais, j'aime les amener du contraire, à les faire réfléchir, parce que souvent, comme je dis, on n'a pas le temps et on a peur que ça soit inconfortable. C'est les amener à prévoir quelle serait la pire conséquence de les impliquer maintenant dans une conversation intergénérationnelle, à aller savoir qu'est-ce qu'ils désirent, qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce que ça signifie pour eux être un actionnaire potentiel, être un actionnaire responsable. Donc, quelle serait la pire conséquence? Souvent, ils vont avoir peur qu'ils arrêtent d'avoir l'ambition de travailler, que les amis, ils ont rompu pour les bonnes raisons, mais de les amener à réfléchir dans ce pire scénario-là, où souvent, ils se rendent compte que c'est pas si pire que ça. C'est pas tant que c'est pas si pire que ça, mais en les amenant là, souvent, c'est une réalisation qui a plus de chances que leur pire scénario se réalise s'ils n'ont pas la conversation. Ouais. S'ils l'ont juste trop tard. Donc, avec un événement de liquidité que là, c'est rendu public partout, puis tout le monde le sait combien que ça vaut, soit avec une maladie ou un décès ou un événement tragique dans la famille ou d'une personne clé dans l'entreprise, c'est souvent, malheureusement, les conversations importantes, très, très peu urgentes, deviennent urgentes, pas pour les bonnes raisons. Donc, c'est à notre sens une conversation qui commence dès l'âge de la raison. Donc, on est capable d'avoir des conversations sur qu'est-ce que ça veut dire avoir des dollars, avoir une responsabilité, les gens le voient. Ça commence au primaire où les gens voient l'auto qui vient chercher l'ami à l'école, ils sont peut-être invités à des fêtes. Donc, ces conversations-là, par bienveillance, il est rarement trop tôt. C'est simplement juste une porte qui n'est pas essentielle de prendre et qu'on invite à le faire par bienveillance. Puis surtout quand on parle d'avoir un impact significatif 2 générations en amont, on réalise qu'il n'y a pas d'autre façon que d'avoir ces conversations-là à leur plus simple expression. Essentiellement maintenant. Puis des fois, c'est par bienveillance aussi, ou ça peut être parce qu'on ne sait pas comment amener la conversation. C'est intéressant. Puis aussi, des fois, tu donnes des super beaux exemples de la voiture qui vient chercher, les fêtes d'amis, mais des fois, c'est simplement aussi le nom de famille qui est le même que le nom d'entreprise qu'on voit quand même souvent. Là, Absolument. C'est pas ton cas, toi, c'est Planisource, fait que tu peux te cacher un petit peu, mais si c'était Barbe gestion patrimoniale ou Barbe famille entreprenante, souvent, on a cette connotation-là. Puis, pas des fois, les familles en affaires, l'entreprise est quand même bien implantée dans la région, dans la communauté, fait qu'on peut être amené à travailler ou à aller à l'école, en fait, avec des enfants pour qui les parents travaillent pour l'entreprise. Fait que il y a toute cette dynamique-là aussi qui peut avoir un impact. Fait que j'aime ça, de la manière que tu l'amènes, de dire c'est quoi la pire chose qui peut arriver si on en parle maintenant, puis des fois, ça permet de relativiser puis de dire, finalement, c'est peut-être mieux d'en parler tout de suite. Oui, absolument. Il y a vraiment un changement qui est encore en cours dans notre société québécoise, de transférer le succès, la richesse qui a une connotation souvent beaucoup plus large que juste des signes de dollars, mais de passer de vouloir être le caché, d'être frugal, à prendre ses responsabilités et devenir davantage
pas vocal qu'il faut que tout le monde le sache, mais plus au terme de l'impact. Fait que de l'impact, il faut partager quelque chose. Il faut partager les bases du succès. Il faut partager dans des implications de temps, d'énergie, de ressources. Et que d'être un propriétaire, même dans certains scénarios où il y a une relève qui ne veut pas nécessairement reprendre l'entreprise, mais de savoir qu'il y a l'option d'être juste un très, très bon propriétaire. Bien responsable, qui est éduqué dans ce que ça veut dire avoir de l'instinct, ce que ça veut dire de se positionner, de prendre des décisions stratégiques. Ça existe, cette option-là. On n'est pas obligé de dire j'opère ou je vends. Donc, ce transfert-là de réflexion, d'être fier, d'être des propriétaires fiers du Québec, King. Il y a de plus en plus ce mouvement-là dont, moi-même, nous-mêmes, on est fiers de faire partie. Puis c'est essentiellement, on trouve que les familles entreprenantes, c'est la colonne vertébrale de notre économie. C'est ceux qui voient à long terme, c'est ceux qui s'impliquent. Donc, c'est un peu mission de vie d'être là pour être sûr que ceux qui ont la petite étincelle qui est peut-être pas allumée ou qui est allumée, mais qu'ils ont besoin d'un nouveau souffle, mais qu'on puisse être là pour les amener juste un petit pas plus loin. Puis un petit pas plus loin, c'est peut-être une génération ou deux de plus. C'est quand même un groupe. Super. Ben merci d'avoir amené aussi cette notion-là de propriétaire non opérant, non gestionnaire, parce qu'en effet, chez Femmes en affaires, c'est quand même un message qu'on essaie aussi de passer là, pour ouvrir un peu le champ des possibles quand on parle de relève, de transfert, parce qu'en effet, à un moment donné, le fondateur peut avoir été un fondateur, propriétaire, gestionnaire. La deuxième génération peut avoir fonctionné sur le même modèle. Mais des fois, quand on évolue vers d'autres générations, soit qu'en termes de compétences, d'expertise, en termes purs d'intérêt, ça peut être intéressant d'aller chercher peut-être des gestionnaires non familiaux, mais ça ne veut pas dire que la famille ne peut pas garder la propriété de l'entreprise pour pouvoir garder aussi les avantages qu'on reconnaît aux fameuses entreprises familiales qui, comme tu l'as dit, ont cette vision-là long terme qui amène les entreprises à avoir de belles performances sur le long terme. Donc, merci d'avoir soulevé ce point-là qui n'était pas dans notre plan de match, mais qui est quand même super intéressant. Fait qu'on a fait une grosse parenthèse pour parler de valeurs. Fait qu'on peut peut-être revenir un peu à cette dynamique là, de reprise en équipe hybride. De revenir un peu plus au Marc-Alexandre Barbe, du coup, lui-même propriétaire de l'entreprise familiale avec Geneviève. Et du coup, pour revenir un petit peu dans ce sujet-là, donc on a parlé beaucoup des valeurs, mais maintenant rentrons plus dans le côté opérationnel, un petit peu des choses. Je me demandais comment toi, avec Geneviève, tu travailles en équipe, comment vous avez réussi peut-être à répartir les tâches, à apprendre à travailler ensemble, comment ça s'est fait tout ce processus? Bon repositionnement, on vient de changer de chapeau. Là. C'est parfait, c'est important ça, de bien... un exercice qu'on connaît bien ici. Il y en a beaucoup des chapeaux. Donc oui, dans le quotidien, Geneviève, moi j'ai joint en 2015. Geneviève a joint en 2017. Donc, il y a quand même eu une cohabitation pendant à peu près 2 ans avant qu'on soit face à une opportunité puis qu'on a vraiment consolidé notre partenariat pour le futur. On a intégré l'actionnariat. Dans la transition, mon père est encore là au quotidien, vraiment de moins en moins. Comme j'ai mentionné, on est très similaires dans notre façon très instinctive, très visionnaire, très percutant dans la façon d'être. Où Geneviève, elle aussi, elle est quand même, elle va faire beaucoup de conférences, mais elle a naturellement plus une aisance à gérer les opérations. Donc, ceux qui connaissent l'approche Traction, là, c'est plus le visionnaire, puis Geneviève est davantage l'intégratrice. Donc, on a vraiment trouvé cette paire-là. Moi, je n'étais pas un très bon intégrateur pour mon père, là, l'avoir essayé au début. Il faut l'essayer pour savoir. Donc, c'est beaucoup, je suis davantage dans la portée de la vision stratégique, tout le développement, essentiellement le projet de créer aussi un cabinet de services conseil. C'était vraiment mon projet de relève là, dans la transition. Auparavant, c'était un cabinet de services financiers. C'était une planification très en profondeur, mais qui était reliée de façon plus traditionnelle avec soit investissement ou assurance. Donc, c'est un modèle qui existe dans 95% des cas.
moi, je sentais qu'au sein des familles, on avait un besoin de transparence, on avait besoin de profondeur et de se faire dire ce qu'on avait besoin d'entendre et non ce qui devait se faire dire et d'aller à l'essentiel, puisque notre rémunération était sur les solutions d'assurance ou d'investissement. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr que davantage vais diriger cette division-là avec les membres de l'équipe, qui est le service conseil, donc tout l'accompagnement familial et la planification financière. Et Geneviève s'occupe davantage du volet opération. Donc, ça nous permet de créer dans ce niveau-là d'équipe. C'était un match parfait, un match de complémentarité, justement, qu'on n'avait pas directement au sein de notre famille et puis qu'on l'a tatoué sur le cœur. Donc oui, cette participation-là à terme d'actionnaire que je sens que je suis très bien épaulé, puis ça me permet de rêver encore plus grand, puis ça permet à mon père d'être content de travailler une journée semaine, mais en réalité, il travaille sûrement même le pendant qu'il dort la nuit. Donc, c'est vraiment une perspective intéressante qui est justement le fondement d'une entreprise familiale. Je sais que probablement que mon père, il va être encore impliqué de près ou de loin tant que la santé est là. Ça pourrait être encore dans une dizaine d'années, puis je lui souhaite, puis ça nourrit son sens. Je ne suis pas sûr qu'il serait un bon athlète performant de Sudoku. Là. Il a besoin de sentir qu'il fait une différence, besoin de sentir qu'il peut avoir des conversations plus profondes que juste de surface. Donc, être, mettons, dans une grande institution financière ou dans une plus grande entreprise, il y aurait un moment où il faut qu'il coupe les ponts. Donc là, dans cette transition-là, il y a une belle confiance qui est transmise. Et puis, ça lui permet là, d'avoir vraiment là, une transition très, très en douceur, d'avoir sa place tant et aussi longtemps qu'il sent que ça lui apporte de la valeur et que ça apporte de la valeur à l'entreprise. Étant dans le service conseil, c'est une perspective qui fait totalement du sens puis qu'on a beaucoup de plaisir encore au quotidien ensemble. Donc, ton père est encore impliqué dans les opérations. Le transfert n'a pas été abouti à ce jour. C'est encore dans cette période un peu de coaching, d'entre-deux, de cohabitation. Moi, de co-création. Il n'est plus dans le day-to-day des opérations, mais il y a encore les conversations. Ça reste que c'est des familles en affaires, comme j'ai mentionné, le plus grand défi, c'est de faire réaliser que oui, c'est important, mais éventuellement, il va falloir que ça devienne urgent, sinon ça ne va jamais se faire. Donc ça, c'est un grand défi. Les familles ont souvent besoin d'y réfléchir des années avant de dire « OK, je vais faire le premier petit pas ». Donc lui, il continue à avoir des conversations. C'est des gens avec qui, des amis dans le réseau et ça, c'est un élément qui pourrait faire jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'il l'a vraiment tatoué sur le cœur de vouloir voir qu'il est capable d'impacter des familles. Donc, il continue à venir. Il était là à la conférence à Calgary. Il est venu avec moi. On avait notre chapeau famille, là, un bon moment là-dedans. Donc, c'était le fun de se retrouver comme ça, puis de voir qu'il ne fait pas son âge. Ben, du monde qui sont surpris. C'est le fun que tu amènes ce point-là sur le rôle d'original parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les entreprises familiales. On a tendance à donner le titre à ces entrepreneurs-là de cédants, ce qui, de facto, amène l'image qu'un jour, ils vont comme par magie disparaître. Mais c'est rare que tu peux demander à un entrepreneur de tout de suite enlever sa casquette, là, si on veut rester dans l'analogie des chapeaux, là, d'enlever sa casquette d'entrepreneur, parce que c'est des gens qui ont l'énergie, c'est des bâtisseurs, des gens pour qui l'entreprise a été une grande part là, de leur identité. Puis on le voit là, dans la recherche, la majorité de ces relayeurs-là souhaitent continuer à être impliqués dans l'entreprise d'une quelconque façon. Puis souvent, cette façon-là, c'est souvent à titre de mentor et de coach un peu stratégique au niveau de l'entreprise. Puis je pense que c'est le rôle qui tend à prendre. Puis c'est important de réaliser ça, d'avoir la discussion là, pour s'assurer que tout le monde soit d'accord avec l'évolution du rôle de chacun. Mais arrêtons de se faire croire que ces gens-là vont partir du jour au lendemain. Puis je pense qu'en pensant ça, ben ça crée des frustrations au niveau de notre relève. Fait qu'il faut arrêter d'avoir ces messages-là. Mais aussi, c'est qu'on dévalorise un petit peu tout l'apport et l'impact qu'ils peuvent continuer à avoir au sein de l'entreprise. Fait que, oui, c'est important qu'il y ait une transition au niveau des rôles parce qu'à un moment donné, c'est certain là, que notre relève a plus d'énergie, ces visions de grandeur-là, ces ambitions. Puis il faut qu'il y ait ce transfert-là parce que si on veut continuer que nos entreprises évoluent, se développent, à un moment donné, il faut donner la chance à ceux qui ont l'énergie de le faire.
mais arrêtons de croire que nos relayeurs vont disparaître. Permettons-leur de continuer un petit peu à avoir l'impact, puis amenons les deux générations à avoir les discussions sur justement c'est quoi le rôle que le relayeur va continuer à jouer pour s'assurer qu'on ait la même vision, parce que c'est souvent là qu'il peut y avoir là, des petites frictions. Avoir voyagé beaucoup, on le voit dans la plupart des pays un petit peu moins développés, ils ont réellement un respect profond pour les gens qui ont été là avant eux. Et souvent, ils arrivent dans notre culture, puis ça n'a aucun sens que vous allez envoyer vos parents dans des résidences. Il y a tellement de richesse et c'est tellement valorisant aussi d'avoir la possibilité de partager la richesse. Puis ils aiment ça, se promener dans les bureaux, puis de jaser. Puis ben oui, des fois, une fois sur deux, ils dérangent le monde, mais ça, il fait plaisir. Et c'est tellement riche. Et ça, ben, je le vois comme étant un impact dans cette transition intergénérationnelle-là, d'avoir la possibilité, justement, tant que ça reste, il ne faut pas s'acharner non plus. Il arrive un moment, là, il ne faut pas aller trop dans le détail, il n'est plus du tout dans l'opérationnel, mais d'être capable de designer une place, un rôle davantage justement de mentor, de grand sage. Pas juste les Schtroumpfs qui ont un grand sage. Donc là-dedans, c'est intéressant. Puis je le sais que ça y donne de l'énergie, de la vivacité. Et puis d'avoir cette possibilité-là qui est encore plus probante dans les entreprises familiales que ce rôle-là. Un entrepreneur, un vrai entrepreneur, c'est un artiste, ça ne meurt jamais. Donc, c'est vraiment... donc, tant et aussi longtemps qu'il peut continuer à partager son art, partager qu'est-ce qui le passionne réellement. C'est une véritable passion. Avoir des passe-temps très passionnants, comme le golf, le tennis, mais la vraie passion, c'est d'impacter les gens. C'est d'avoir des conversations qui n'ont pas encore eu lieu, puis de les amener à faire un premier petit pas de l'avant. C'est ça, sa passion. Mais si j'ai la possibilité de laisser l'espace pour qu'ils puissent continuer dans une certaine mesure à le vivre, ben, je trouve que c'est mon devoir de propriétaire responsable et de membre de famille. Bon, je vais changer de chapeau, là. De laisser cette opportunité-là. Oui, l'analogie, la comparaison avec l'artiste. Puis la vie de l'artiste est très, très intéressante. Je pense qu'on en avait déjà parlé, là, mais en effet, Ginette Renault, Jean-Pierre Ferland, ils n'en ont pas pris de retraite. C'est quoi une retraite? Je pense qu'en effet, c'est d'avoir les discussions, de clarifier le rôle de chacun pour pas qu'il y ait de friction, mais de justement continuer à avoir la valeur que ces gens-là peuvent apporter à l'entreprise. Mm-hmm. Oui, c'est ça. C'est une conversation d'indépendance financière aussi, ouais. Qui se passe beaucoup au sein que nous, ça fait partie intégrante de la partie diagnostic, de savoir qu'il y a une confiance de pouvoir se libérer, de se sentir libre. La plupart des bâtisseurs actuels n'ont pas du tout vécu dans l'abondance, dans le centième de l'abondance qu'ils ont accès présentement. Donc, il y a toujours beaucoup une relation du passé, de leur enfance, que c'est difficile de lâcher prise tant que cette fameuse relation à l'argent n'est pas bien abordée. Puis, on beau avoir des dizaines, centaines de millions, le sentiment d'insécurité financière peut toujours rester. Donc, d'être capable dans la transition, c'est souvent davantage sur cet élément-là. Et puis l'autre, ben, c'est sur l'élément d'identité. Mm-hmm. Donc, de se sentir que je suis quelqu'un. Puis ça, je sais que mon père peut-être m'écouter, mais je sais que ça va être important pour lui de sentir qu'il y a quelque chose qui a un rôle, il y a une partie de contribution. Donc, ces deux aspects-là sont importants. Après ça, céder, c'est pas céder l'entreprise, c'est d'être conscient qu'ils ont besoin d'aborder est-ce que je suis sécure financièrement et est-ce que je suis encore quelqu'un? Est-ce que j'ai encore une identité qui apporte quelque chose autour de moi? C'est plus les éléments à aborder pour être sûr qu'il y a une transition qui se fait et qu'il y a un respect intergénérationnel. Puis c'est un élément qu'on aborde. On s'est fait bien accompagner aussi là-dedans parce qu'on est même le meilleur cordonnier ou un psychologue a son psychologue. Donc, dans ce contexte-là, on n'est pas du tout psychologue, mais on en a qui nous ont accompagnés là-dedans là, pour faire une belle transition. Puis avoir ces vraies conversations-là qui sont des fois un peu plus inconfortables, mais qui font après ça qu'on est capable de continuer à se voir la fin de semaine puis de garder une relation familiale harmonieuse malgré qu'on a toujours envie de parler de la job. Là. Ça, c'est certain.
Et dans ce contexte où ton père, du coup, devient plus ce rôle de mentor, de grand sage, un peu comme le grand Schtroumpf, comme tu disais, comment vous avez réussi, du coup, à structurer un petit peu l'entreprise en termes de gouvernance, aussi pour faire de la place à Geneviève? Comment ça se passe à ce niveau-là? Donc, je ne cacherai pas que ça a été un peu un essai-erreur pour arriver, puis c'est encore en évolution. On a essayé un conseil de famille il y a quelques années. Ouais, c'est enregistré, c'était désastreux. Donc, c'est pas juste dans notre famille qu'on se dit que c'est toujours plus beau chez les autres. Ce qu'on a trouvé, parce que c'était plus dans la maturité autour dans ce qui nous concerne, les deux frères, à avoir ces conversations-là, c'était pas tout à fait prêt encore. Nous, on avait besoin aussi de mieux structurer quelle était notre entreprise, puis quelle était notre vision de transmission de propriété. Donc, cette fameuse conversation-là intergénérationnelle. On a essayé embaucher un directeur général externe. Et puis, ça a été aussi cette réalisation-là dans notre découverte de Geneviève et moi qu'on faisait un très, très bon duo de gestion des opérations là, avec la structure de visionnaire intégratrice. Donc, ça, pour l'entreprise, ça a bien aidé. Mais l'élément de gouvernance qui a fait une bonne différence pour nous, c'est le comité aviseur. Donc, vraiment, pour venir faire un pont. Et ça l'a aidé aussi, Réginald, à pouvoir prendre un peu plus de perspective, de moins venir dans le micromanagement du quotidien et puis faire justement là, ce pont entre ce qui se passe au quotidien, les enjeux opérationnels de paye, de financement, de clientèle, de vente et tout, pour vraiment plus le camper dans un rôle où il se sent aussi écouté. Il y a des avis externes. Donc, c'est pas seulement, surtout à trois, là, ça peut toujours tendre à faire des petits duos contre l'autre. Donc, ça aide à venir tamponner un peu plus des conversations, donner une perspective. Ça nous amène aussi un peu plus de rigueur à avoir une bonne préparation, à avoir cette rigueur-là. Et ça fait vraiment le pont à titre, non juste dans l'entreprise, mais aussi à titre d'actionnaire, de propriétaire. Bien, quelle est la direction stratégique à prendre? Quels sont les projets de développement, de partenariat qui s'en viennent? Donc ça a été vraiment l'élément le plus significatif pour l'instant qui va avoir établi une base pour à partir de ce comité aviseur-là, ben oui, on a l'intention de rétablir notre conseil de famille, d'avoir les conversations significatives pour justement être capable d'avoir les conversations, mais mieux posées, puis que c'est beaucoup plus que juste financier. Là. C'est vraiment qu'est-ce qu'on veut laisser. Les enfants aussi, la prochaine génération, je trouve ça... Quand les enfants, mes neveux, nièces étaient plus jeunes, ils voyaient moins l'intérêt, mais on trouve dans le conseil de famille, où mes frères ne sont pas du tout dans l'entreprise, mais là que les enfants sont un petit peu plus vieux, ils sont plus conscients de l'importance de prendre ce temps-là, d'avoir les conversations intergénérationnelles. Donc, ils voient leurs enfants grandir, ils voient leurs besoins aussi devenir de plus en plus complexes, des adolescents, bons au hockey. Donc, ça va être important de bien les supporter puis de bien se supporter en famille. Puis c'est aussi un bon moyen pour préparer gentiment du coup, 4e génération. Tu disais un petit peu que des fois, il y a des alliances qui se créent, comme vu que vous êtes 3, 2 qui s'allient contre 1 dans les prises de décision. Comment vous faites au final pour trancher vraiment dans votre processus décisionnel? C'est celui qui parle le plus fort. Ça marche bien, mais pas trop en balle. On a quand même bien défini au sein de l'entreprise nos chapeaux. Donc, dans quel département, jusqu'au final, on doit trancher. Au niveau opérationnel, c'est relativement simple. C'est évident qu'au niveau propriété, c'est quelque chose qui c'est jamais facile dans un contexte comme ça. Puis elle le sait. Là. Geneviève, il y a beaucoup de gens aussi qui demandent autour. Bon, c'est quoi la place là-dedans? On a toujours été le plus équitable possible, mais il va y avoir des bonnes décisions, des bonnes réflexions à venir. C'est vraiment de faire preuve du plus de transparence possible. Il y a un désir fondamental de mon père de dire ça. Ultimement, une entreprise, il y en a qui sont pour on est 50-50. Il y en a qui disent il prend toujours un qui décide un petit peu plus pour trancher au final.
Donc, nous, de notre côté, on va avoir des bonnes réflexions à avoir là-dedans. Et donc, ça va être la transparence, puis de se faire aider aussi. Ça va être des enjeux qu'on va apporter à notre comité aviseur pour vraiment nous aider à bien peser les pour et les contre pour prendre une décision alignée. Puis c'est pas du tout de laisser personne de côté, mais c'est sûr qu'ultimement, ça va prendre une direction claire vers où on s'en va. Puis c'est souvent avec cette perspective externe-là que ça peut aider dans les cas plus complexes, justement, à 3, où c'est des décisions significatives, là. C'est comme ça que ça a fonctionné par le passé. Puis je pense que ça va être une bonne clé de succès pour le futur. Une question par rapport au comité aviseur, parce que souvent, c'est une idée avec laquelle les familles vont jongler. Puis des fois, un des freins, c'est de dire, il y a des gens externes qui vont se mettre le nez dans nos affaires. Puis on aurait, même si un comité aviseur n'a pas un poids décisionnel, fait qu'au final, ça demeure quand même dans les mains des associés, là, la décision finale versus un conseil d'administration. Mais est-ce que ça a été difficile comme décision à prendre de dire, OK, bien là, on va s'ouvrir à des gens qui vont nous guider, mais qui vont avoir à mettre leur nez un peu dans nos affaires, ou au contraire, vous avez tout de suite vu, non, pour nous, c'est quand même assez important le fait qu'on soit 3, qu'on soit dans une transition, d'avoir ces idées externes-là pour nous guider à travers ce changement-là. C'est sûr qu'un comité aviseur, c'est là pour servir le CEO, le président qui guide. Nous, on est les 3 actionnaires dans le comité aviseur. Sans dire, c'est pas un hybride de conseil d'administration, ça reste un comité aviseur. Il n'y a pas de portée légale. Mais on décide qu'est-ce qu'on leur fournit. On s'entend, là, même s'ils nous demandent quelque chose, c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on leur fait part. On avait un peu peur de la lourdeur que ça allait apporter. Au départ, c'était plus un projet que mon père portait, puis que rapidement, l'idée, j'ai vu, là, on va avoir une belle... Ça va permettre de résoudre des fois un enjeu qui se sentait incompris. Nous, dans le quotidien, on avait peut-être plus le nez sur l'écorce là, de l'arbre et non en hauteur. Lui, il partait en Floride, puis il arrivait avec ses 1000 idées. Lui, comme si le monde avait arrêté, nous, ça n'avait pas arrêté par tout. Donc, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. J'étais rapidement supportif de ce projet-là. Et puis, jusqu'à présent, ils ont su nous amener dans des coins, dans des angles morts qu'on n'avait peut-être pas réfléchi. On a été diligent avec le type d'information qui a été partagée, mais jamais j'ai senti que c'était juste pour voir là, par... pure curiosité, c'est toujours aligné avec le type d'enjeu qu'on met sur la table. Donc, n'importe quel consultant individuel qui viendrait, qu'on va s'embaucher, un CFO externe, ben oui, il va voir tous nos chiffres, puis on va avoir un coach d'affaires, il va aller creuser dans nos bébites du passé. Donc, là-dedans, c'est pas aussi ciblé. C'est beaucoup plus global, mais pour servir la perspective du propriétaire dirigeant dans le contexte des familles en affaires actuelles, ça amène vraiment un tampon de réflexion qu'on sent souvent seul et il n'y a pas une seule bonne décision. Puis ça devient aussi que c'est des pairs. C'est souvent des gens qui ont été dans la consultation, qui sont entrepreneurs, qui l'ont vécu. Fait que c'est beaucoup du partage de perspectives, du partage de vécu. Donc, pour nous, là, qui viennent jouer dans nos affaires, ça nous aide. C'est que du positif. Le temps file et je me demandais, on a parlé de plein de sujets quand même très variés et on va essayer de résumer un petit peu tout ça. Donc, si tu avais un conseil à donner ici à toutes les entreprises familiales, familles en affaires qui nous écoutent, quel serait-il? Surtout dans un contexte de famille, puis c'était quelque chose que je reprochais bien gros à mon père quand j'étais jeune, là, adolescent, là, comme qu'il savait tout. Et moi, je savais rien encore. Puis, bon, c'était peut-être vrai là aussi, mais j'ai de la misère à l'accepter. On n'a jamais fini d'apprendre. On n'a jamais fini. On a bien beau être dans notre 4e âge, s'il faut, là. Mais de se le dire en famille, d'avoir cette capacité-là de vivre comme si c'était notre dernier 24 heures, mais d'apprendre comme si on allait vivre 100 ans. C'était l'élément, moi, qui a fait une différence de vouloir embarquer dans l'aventure, qu'on se l'ait fait comme un pack officieux dès le départ,
qu'on allait co-créer puis qu'on allait continuer d'apprendre ensemble. J'ai eu l'opportunité de venir au HEC en tant qu'étudiant avec mon père, qui était aussi étudiant, qui est retourné dans sa cinquantaine faire un DESS. Donc, j'ai vu ce désir-là, puis c'est ce que je partagerais avec les entrepreneurs, de se le rappeler. Parce que c'est vraiment une relation de respect entre les générations et d'accepter que mutuellement, on a énormément à apprendre. Dans une famille, souvent, l'adolescence, c'est là qu'on se crée, notre construit. Là. Fait qu'on veut dire que nos parents sont bons à rien. Là, comme ça, on se crée notre propre identité. Puis la même chose côté des fondateurs. On se dit, hey, j'étais là avant eux autres. Mais on a tellement à s'apprendre. On a tellement à s'emporter. Et je sais que c'est un grand privilège que j'ai de pouvoir co-créer avec mon père, mais la co-création, elle passe par une posture d'apprentissage, par une posture d'écoute. Puis c'est ce que je recommanderais à toutes les familles de se l'avouer, de se le dire dans le blanc des yeux, puis de prendre un pacte, de jamais se dire, ben moi je connais tout, toi tu sais rien, ou toi t'es pas à l'affût, mais de toujours être en mode pouvoir partager puis pouvoir apprendre, c'est la fondamentale qui va faire qu'il va y avoir de la pérennité dans les familles. De belles paroles bien inspirantes et je pense de très judicieux conseils. Merci pour tout en tout cas, Marc-Alexandre. Merci Catherine, merci Noémie, merci à tous ceux qui croient au potentiel des familles québécoises. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré et amené des réflexions pour contribuer au succès de votre entreprise familiale. Famille en Affaires HEC Montréal, c'est avant tout une porte d'entrée pour les membres d'entreprises familiales qui vivent des enjeux et des défis. Nous sommes un peu comme le médecin généraliste des entreprises familiales si l'on veut. Écrivez-nous à familleenaffaires@hec.ca ou appelez-nous au 514-340-1804 pour discuter librement et gratuitement de votre situation. Si vous êtes encore là, n'hésitez surtout pas à soutenir notre podcast en laissant un like et en le partageant aux familles en affaires autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous pouvez également retrouver tous nos outils et ressources sur notre site web familleenaffaires.hec.ca ou encore sur notre chaîne YouTube Famille en Affaires HEC Montréal. Pour suivre l'actualité des entreprises familiales québécoises et nos événements, vous pouvez nous suivre sur Facebook et LinkedIn @Famille en Affaires ou encore vous abonner à notre infolettre en visitant notre site web. Puisque vous êtes toujours là, sachez que nous avons une multitude de programmes afin d'aider les relayeurs et les repreneurs offerts en ligne et ou en présentiel. Nous offrons le circuit sur la voie de la relève qui permet aux repreneurs potentiels de se positionner en tant que relève dans l'entreprise familiale et de trouver leur X dans l'entreprise familiale. Il y a aussi Puissance IF qui permet aux repreneurs de développer leurs compétences en innovation, en stratégie et en leadership à travers la conception d'un projet innovant à impact au sein de l'entreprise dans l'objectif de pousser la relève à laisser sa marque dans l'entreprise familiale. Dans le même esprit, nous avons aussi Puissance IF agricole, adapté aux entreprises familiales de ce secteur. Le concept est le même. Aider la relève agricole à développer leurs compétences en innovation, en stratégie et en leadership à travers un projet innovant et responsable qui va au-delà de l'agriculture conventionnelle pour laisser leur marque dans l'entreprise agricole et faciliter le transfert de l'entreprise. Bâtir ensemble est un programme conçu spécialement pour les duos repreneurs et relayeurs. L'objectif est d'apprendre à travailler en équipe dans un contexte multigénérationnel et d'établir un plan concret afin d'assurer un transfert fluide et harmonieux de l'entreprise familiale. Pour finir, nous avons des formations plus courtes, comme un atelier sur le conseil de famille. Restez à l'affût. Dans l'attente de vous rencontrer prochainement à l'un de nos événements au programme, nous vous souhaitons tout le meilleur. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et nous vous remercions encore une fois pour votre écoute. À bientôt!